Bonjour à toutes et à tous. Cette rencontre que nous avons eu l'honneur de co-organiser avec nos amis et collègues de l'APIX s'inscrit, comme cela a été rappelé, dans la continuité des efforts entamés lors du premier forum Sénégal-Mauritanie tenu en octobre 2024. Cet événement a servi de tremplin pour lancer des initiatives concrètes comme le Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien qui vise à renforcer et faciliter les échanges réguliers entre les entreprises de nos deux pays. Depuis sa création en 2021, l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie s'est engagée à ouvrir des passerelles pour les investisseurs en simplifiant les démarches administratives et en identifiant des projets stratégiques. Comme exemple concret, je peux citer l'appui aux investisseurs du projet GTA, où l'APIM a collaboré avec des acteurs locaux dans les chaînes de valeur du gaz, le soutien à des entreprises mauritaniennes dans le secteur agricole et halieutique qui trouvent aujourd'hui des débouchés prometteurs au Sénégal. Ces exemples illustrent une chose: avec une vision et des efforts concertés, nous pouvons transformer les défis en opportunités concrètes. La Mauritanie affiche une dynamique économique en constante progression. En 2023, avec un PIB de 10,45 milliards de dollars, la part des IDE s'élevait à 873 millions de dollars, alors que les IDE étaient en chute de manière globale. En 2024, 4116 nouvelles entreprises ont été créées et les projets agréés au Code des investissements étaient d'un montant de plus de 1,3 milliard de MRU, avec 305 emplois directs prévus, dont 70% sont constitués de projets portés par le secteur privé national. Notre stratégie nationale, alignée également sur les objectifs de développement durable, repose sur un climat des affaires en constante amélioration, avec des réformes ciblées, notamment un nouveau Code des investissements approuvé en décembre dernier, des régimes incitatifs alignés à nos secteurs prioritaires. La diversification économique, avec les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et l'agriculture, qui représentaient en 2023 5,2% du PIB. Parallèlement, nous encourageons la transformation locale pour une plus grande valeur ajoutée. Et finalement, un partenariat public-privé dynamique, qui est un levier essentiel pour concrétiser nos ambitions. La Mauritanie, riche de ses ressources halieutiques et agro-pastorales, offre un potentiel unique pour des projets conjoints, comme cela a été mentionné, le développement de joint ventures entre nos deux pays. Les entreprises sénégalaises collaborent déjà avec des acteurs locaux pour maximiser ces opportunités. Ces exemples doivent nous encourager à investir davantage dans ces secteurs porteurs et à accompagner évidemment les PME et les femmes, comme ça a été rappelé par ma chère sœur Leïla. C'est ici que réside notre responsabilité collective et aussi l'engagement de structures comme l'APIM et l'APIX, créer un écosystème favorable où chaque secteur, quel que soit sa taille, peut contribuer et bénéficier de cette dynamique régionale. Pour que nos ambitions prennent forme, l'APIM et l'APIX travaillent main dans la main pour assurer une meilleure synergie des politiques d'investissement entre nos deux pays. À cet égard, je tiens à réitérer mes remerciements au DG de l'APIX et à toute son équipe pour une collaboration exemplaire. Donc, les relations entre nos deux pays, bien qu'importantes et prometteuses, restent vraiment en deçà de leur potentiel et c'est vraiment notre rôle d'impulser de cette collaboration pour accroître les chiffres des échanges commerciaux. Mesdames et messieurs, cette table ronde n'est pas simplement une opportunité de discussion, mais également un engagement collectif pour bâtir un futur commun. Donc, au nom de toute l'équipe de l'APIM, je réitère notre engagement à continuer à travailler aux côtés de l'APIX et tous les acteurs présents pour garantir une meilleure intégration économique, moteur durable de croissance et prospérité pour nos deux pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole maintenant à M. Bakary Sega Bachili. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Directrice générale de l'APIM, Mesdames, Messieurs les coprésidents du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités en vos rangs et qualités. C'est avec une immense gratitude et un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer les relations solides et fraternelles qui unissent le Sénégal et la Mauritanie. Ces relations enracinées dans une histoire commune et une proximité sociologique et culturelle constituent aujourd'hui le socle d'une coopération ambitieuse et bénéfique tournée vers l'avenir. Nos deux nations, liées par les défis partagés et une vision commune du développement durable, ont su tirer profit de leur atout géographique et de bon voisinage pour en faire une opportunité stratégique aujourd'hui fort enviable à l'échelle internationale. Si les partenariats fructueux dans divers secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, l'énergie et les services témoignent de cette belle synergie d'action entre nos deux pays, il nous faut également convenir que le potentiel économique qui s'offre à nous reste largement sous-exploité.
malgré un volume d'échanges commerciaux s'élevant à 67 milliards de francs CFA en 2023. À titre d'exemple, en 2023, nos deux pays ont affiché une demande globale de plus de 2,6 millions de tonnes de riz et de maïs, selon les statistiques de la FAO. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité qui interpelle notre conscience collective. Nos productions locales ne couvrent qu'une fraction de nos besoins. Cela signifie que nous devons encore importer des volumes conséquents pour nourrir nos populations. Face à cette situation, nos deux nations ont une responsabilité historique, celle de réduire ensemble notre dépendance aux importations. Nous devons travailler main dans la main pour augmenter significativement nos productions locales, qui sont des cultures vitales pour nos économies et l'équilibre nutritionnel de nos populations. Pour ce faire, nous devons relever les défis qui se présentent à nous. Le défi des superficies cultivables en mobilisant davantage de terres agricoles, en veillant à une utilisation durable de nos ressources naturelles. Cela nécessitera des efforts concertés pour aménager les terres irriguées, optimiser l'utilisation de l'eau et adopter des pratiques agricoles innovantes. Le défi des investissements, car une transformation profonde de notre agriculture exige des investissements publics et privés accrus dans les infrastructures, les équipements, les semences de qualité et les intrants agricoles adaptés. Le défi de la coopération technique qui implique que nos chercheurs agronomes et agriculteurs partagent leur savoir-faire et leurs innovations pour maximiser les rendements. Le projet gazier Grand Arméim est une illustration parfaite de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Symbole d'une union fraternelle de nos efforts pour valoriser les ressources communes au bénéfice de nos deux nations sœurs, ce projet incarne une vision partagée d'une croissance inclusive et durable. C'est également l'occasion de magnifier les échanges bilatéraux stratégiques sur le secteur de l'énergie menés sous l'égide de son Excellence M. Mohamed Ould Khaled, ministre de l'Énergie et du Pétrole de Mauritanie, et de son Excellence M. Birame Souleye Diop, ministre du Pétrole et de l'Énergie et des Mines du Sénégal. Ces échanges, marquant une étape symbolique dans notre coopération, ont permis de bâtir des accords ambitieux qui réaffirment la volonté partagée entre la Mauritanie et le Sénégal d'édifier un avenir énergétique sûr, radieux et durable au bénéfice des populations et des générations futures. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos ambitions communes se traduisent également à travers des projets structurants tels que le développement des corridors routiers et ferroviaires visant à renforcer la connectivité régionale et à dynamiser les échanges commerciaux. Ces infrastructures, bien que de simples investissements matériels, sont des ponts vers un avenir intégré et prospère pour nos nations. L'OMVS, cadre privilégié d'intégration et de développement socio-économique, est ainsi un bel exemple de réussite dans la valorisation des ressources hydriques partagées grâce notamment à la mise en place d'infrastructures de haut niveau telles que les barrages hydroélectriques et autres ouvrages hydrauliques, sans compter les espaces aménagés. Il est possible et surtout crucial d'aller plus loin en développant la navigabilité du fleuve Sénégal, créer un véritable corridor maritime. Ce corridor, avec des infrastructures hydrauliques et portuaires adaptées, devrait entraîner une baisse du coût des transports, dynamiser le commerce et rendre nos ressources naturelles plus compétitives à l'échelle internationale. Pour atteindre ces objectifs, il est primordial de repenser le modèle économique des projets conjoints et de permettre à nos secteurs privés de jouer pleinement leur rôle, notamment à travers des partenariats publics-privés. À cet égard, l'entreprise SEPCO est un exemple inspirant, avec des investissements de près de 45 millions de dollars dans des infrastructures stratégiques au Sénégal et en Mauritanie, avec des acteurs internationaux, tout en créant des emplois et en favorisant le transfert de savoir-faire entre nos deux pays. Sur le plan institutionnel, la collaboration scellée lors du premier forum économique sénégalo-mauritanien à l'initiative de son Excellence, M. l'ambassadeur du Sénégal, M. Birame Diagne, à qui je renouvelle mes félicitations, entre l'APIX et la PIM, illustre notre volonté de structurer et d'intensifier nos relations économiques. Cette alliance, marquée par des initiatives concrètes, telles que les missions conjointes et la tenue de forums économiques, joue un rôle fondamental à l'identification et à la réalisation des opportunités d'investissement. Je tiens également à saluer la création du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, une initiative majeure qui réunit les chefs d'entreprise de renom de nos deux pays. Ce conseil constitue un catalyseur essentiel pour renforcer les échanges commerciaux, promouvoir les investissements et établir un cadre réglementaire adapté à nos ambitions. Il est impératif cependant de reconnaître ensemble les contraintes auxquelles nos secteurs privés sont confrontés et qui se déclinent notamment en termes d'accès limité au financement, d'insuffisance des infrastructures, d'inadéquation du cadre réglementaire et du déficit de collaboration entre le secteur public et le privé. Ces défis appellent des réponses audacieuses et concertées entre l'APIX et la PIM en partageant leurs expertises respectives, s'engagent à lever les obstacles pour créer un environnement des affaires performant, compétitif et attrayant. Les orientations stratégiques récemment définies par le gouvernement du Sénégal sous le leadership de son Excellence M. le Premier ministre Ousmane Sonko reflètent un engagement ferme et résolu pour une transformation profonde et positive de notre pays. Inscrit dans le cadre de la vision 2050, ce référentiel stratégique traduit une volonté d'insuffler un nouveau dynamisme de co-développement à l'aune des enjeux contemporains. Excellence, Monsieur
Et Madame, je ne saurais terminer cette allocution sans dire toute ma reconnaissance et adresser mes remerciements chaleureux à son Excellence M. Mokhtar Ould Ndiaye, Premier ministre de la Mauritanie, et son Excellence M. Ousmane Sonko. Leur implication personnelle et clairvoyante dans le renforcement des relations amicales, fraternelles et de coopération entre nos deux pays constitue un gage sûr de triomphe qu'il convient de saluer avec le plus grand enthousiasme. Merci également à ma chère jumelle Aïssata Lam pour l'accueil, l'hospitalité et le pragmatisme et l'ouverture dont elle a fait preuve dès notre première prise de contact. Par son investissement personnel et celui de son équipe, ils ont su mobiliser les ressources nécessaires à la bonne organisation de cet événement. Félicitations également au secteur privé pour la mobilisation qui témoigne de leur engagement fort et de leur volonté de contribuer activement à notre partenariat et à nos ambitions communes. Avec toute ma gratitude et ma confiance en l'avenir, je vous dis à bientôt pour célébrer de nouveaux succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Bathily. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté le cadre institutionnel dans lequel évolue notre coopération relative au secteur privé. Je voudrais maintenant donner la parole aux acteurs même du secteur privé pour écouter leurs impressions, la manière dont ils perçoivent la relation entre les deux entités des deux côtés de la rive. Et je vais commencer en donnant, quand cette partie sera terminée, je ferai une brève synthèse des interventions avant de laisser la parole à leurs excellences pour clôturer cette discussion et nous donner leurs orientations. Je donne la parole à M. Mbaye Gueye, président directeur général d'EMG Sénégal. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur le Premier ministre de la Mauritanie, Mesdames et Messieurs, je me présente d'abord. Monsieur Mbaye Gueye, EMG, fondateur et président du groupe EMG, qui a plusieurs activités diverses dans des domaines comme automobile, Éminence Motors sous garantie, la construction, Séné-Imo, la transit et logistique, GET, Industrie Finish Profile et l'aviation Diomil, une société de Bélarussie, Sénégal. La formation, c'est EMA, École de métiers de l'automobile. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui, de faire partie de cette délégation du secteur privé qui accompagne notre Premier ministre Ousmane Sonko dans ce déplacement crucial pour renforcer les liens entre nos deux nations. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Mauritanie, de m'avoir convié à cette importante table ronde pour dynamiser les échanges économiques entre nos deux pays frères. Monsieur le Premier ministre, cette visite est symbolique spirituellement pour le mouride que je suis, car notre vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu fut généreusement accueilli ici par Cheikh Sidiya Baba de 1903 à 1907, qui se porte grand pour lui-même. 120 ans après, le bon Dieu nous partage des ressources naturelles. C'est loin d'être hasard. Les opportunités d'investissement des deux côtés de la frontière sont immenses. En unissant notre force dans le cadre du Conseil d'affaires que j'ai entendu, Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien que j'ai entendu tout de suite, nous pourrons transformer ces opportunités en projets concrets et bénéfiques pour nos économies respectives. Je m'engage à y jouer pleinement ma partition. Enfin, permettez-moi de saluer les présidents patronats de Mauritanie et du Sénégal pour leur vision
et leur engagement constant en faveur du développement économique régional. Je vous remercie pour votre aimable attention pour cette occasion de contribuer modestement à l'historique de nos deux nations écrivant ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mbaye Gueye. Je donne la parole à Mahmoud Salem, président de la Fédération du commerce de Mauritanie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre et chers collègues, membres de la délégation sénégalaise. En ma qualité de président de la Fédération du commerce, et étant très limité par le temps, je m'en vais tout de suite vous exposer le rôle que peut jouer le commerce, ce secteur extrêmement important dans notre région, le rôle que ce secteur peut jouer dans le partenariat entre nos deux États. Je commencerai par une brève introduction sur l'économie de notre pays. Je voudrais dire que la Mauritanie a connu au cours de ces des années passées de profonds changements. Le pays est doté d'importantes ressources naturelles, le fer, le coton, l'eau, le cuivre, les terres irrigables, le cheptel et depuis quelque peu de temps, d'importantes quantités de gaz. Les parts relatives de chacune de ces ressources économiques ont évolué aussi ces dernières années dans le PIB de notre pays. Et parallèlement à l'évolution du secteur minier, les secteurs traditionnels comme le commerce, les services, l'élevage, l'agriculture, la pêche et l'orpaillage ont pris une part grandissante avec le développement d'une importante économie urbaine et l'échange entre le Sénégal et la Mauritanie. Aussi est-il désormais établi que pour un pays comme la Mauritanie, le développement du commerce inter-État pourrait contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises, stimuler le développement économique et réduire la pauvreté dans la sous-région. Au niveau des pouvoirs publics, comme à la Fédération du commerce, une volonté constante est affichée pour jouer au commerce le rôle qui se doit dans le domaine aussi bien économique que social, pour une coopération fructueuse entre les opérateurs de nos deux pays. Mais, certes, le développement du secteur du commerce fait face à des contraintes multiples liées à plusieurs facteurs dans la région, dont la désorganisation, la part importante de l'informel, la taille du marché, mais aussi liées au coût des facteurs de production dans nos deux États, les transports, les financements, les impôts, etc. Et les infrastructures nécessaires qui doivent être adaptées pour dynamiser le commerce. Certes, d'importantes réformes ont été réalisées, notamment dans les domaines législatifs et institutionnels pour améliorer le fonctionnement des mécanismes du marché et promouvoir les investissements privés dans nos deux pays. D'autres sont en cours, en particulier au niveau de l'administration, de la fiscalité, des banques, des services portuaires, etc. Donc c'est dans ce cadre que nos deux fédérations, la Fédération mauritanienne du commerce et celle du Sénégal, interviennent. Merci, vous avez dépassé le temps. Je suis obligé d'être, parce que nous avons une contrainte de temps. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Mamadou Tidiane Niang de Damar Pêche du Sénégal. 3 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand honneur et une profonde reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui
à l'occasion de cette table ronde organisée par APIX SA et l'Agence de promotion des investissements de Mauritanie APIM, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, en Mauritanie. Permettez-moi de commencer par exprimer ma sincère gratitude pour cette belle opportunité de pouvoir échanger avec vous, de partager une expérience et de parler des enjeux qui nous touchent, nous investisseurs, et qui, nous l'espérons, seront au cœur des discussions aujourd'hui. Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux en cette nouvelle année 2025. En tant qu'investisseur sénégalais dans le secteur de la pêche en Mauritanie, je suis, nous sommes à la fois fiers des potentiels immenses qu'offre ce secteur, mais aussi profondément préoccupés par les difficultés quotidiennes que rencontrent les nombreux acteurs économiques, y compris nous, du secteur de la pêche. Dans ce domaine vital pour nos deux pays, la pêche, comme vous le savez, n'est pas seulement une activité économique, c'est une véritable source de vie pour des milliers de familles, tant au Sénégal qu'en Mauritanie. Mais derrière cette richesse, il y a aussi des obstacles qui méritent toute votre attention. L'un des plus grands défis auxquels nous faisons face en tant qu'investisseurs dans le secteur de la pêche en Mauritanie concerne l'immatriculation de nos entreprises et de nos matériels de pêche. Il est entièrement difficile, voire décourageant, de pouvoir inscrire nos pirogues et équipements à nos noms. Cela signifie que nos outils de travail ne peuvent pas être considérés comme des garanties pour l'obtention de crédits auprès des institutions financières, rendant ainsi nos investissements fragiles et vulnérables. Pour un investisseur, il n'y a rien de plus frustrant que de pouvoir sécuriser ses ressources matérielles, car celles-ci sont Merci, ensemble... M. Nyang. Je suis obligé de vous interrompre. Vous avez dépassé largement vos 3 minutes. Oui, je vais donner maintenant la parole au général Dia, président de la Fédération de l'agriculture en Mauritanie. 3 minutes également. Excellence, Monsieur Mokhtar Ould Ndiaye, Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout vous remercier pour la coprésidence de cette table ronde d'importance majeure dont nous sommes sûrs qu'elle est en phase avec les ambitions de nos peuples socialement et humainement intégrés et qui n'attendent qu'une intégration économique véritable. Sur le plan agricole qui me concerne, ce problème révèle une importance majeure en raison du fait que nous partageons ensemble un même espace économique et social, un même environnement. L'intégration de nos peuples, de nos populations, cela va sans dire qu'elle est réelle, qu'elle existe. Si je me souviens du garçon de 10 ans que j'étais
quand je m'amusais dans le fleuve du Sénégal à côté de Bogué, avec mes camarades de l'autre côté, et que, fatigué de nager, on pouvait se retrouver à Bogué comme à Demet pour prendre nos repas, et ainsi la vie continue. Personne d'entre nous ne savait qu'il sortait de son pays. S'agissant de l'agriculture, précisément, vu en contexte international des plus difficiles et des plus instables, vu le fait que des pays qui ne se nourrissent pas d'eux-mêmes n'existent pas, vu le fait que la chance nous est donnée de partager cet espace, à nul autre pareil, je pense qu'il est indispensable et vital qu'on s'inscrive dans une logique qui va au-delà du discours pour enjamber les véritables problèmes qui se posent à nous sur ce plan-là. Il s'agit, comme on le dit, d'accéder très rapidement à notre souveraineté alimentaire à travers des espaces intégrés et harmonieux de développement agricole, des échanges féconds, surtout en matière de recherche agronomique. Il ne s'agit pas d'avoir une institution de recherche par là, une autre par-ci. C'est du gâchis. D'unifier tous nos systèmes de recherche en vue de mettre en place une agriculture performante, orientée vers la prise en charge d'un espace économique viable où toutes nos populations peuvent prospérer. Aujourd'hui, nous déplorons qu'il n'y a pas cette intégration majeure. Quand je prends un petit exemple sur la lutte anti-aviaire, nous, on peut s'engager à lutter ici alors que de l'autre côté, on n'est pas dans la même dynamique, alors que les oiseaux n'ont pas de patrie. Ils voguent de part et d'autre, et cela nous impose plus que jamais à envisager l'avenir en commun de façon suffisamment intégrée pour tout entreprendre. Par exemple, quand vous prenez les intrants agricoles, vous savez, les paysans sont comme partout ailleurs les mêmes. Selon l'assiette de facilité, les uns viennent se servir de ce côté et les autres d'un autre côté. Quand on n'harmonise pas nos visions par rapport à cela, quand on n'harmonise pas un même code de conduite par rapport à ça, on ne réussira pas et on fera beaucoup de gâchis. Alors qu'ensemble, on peut se retrouver sur le même plateau tarifaire, le même effort d'investissement, pour que, même si l'on se sert au Sénégal ou en Mauritanie, en fait, on se sert dans les mêmes conditions et sur le même plan. Absolument. Et la technologie agricole, aujourd'hui, ne peut pas être soutenue par un seul pôle, par un seul pays. Mais ensemble, si nous conjuguons nos efforts, nous allons pouvoir innover, nous allons pouvoir créer, en mettant en place des systèmes d'irrigation, de fertigation, comment, où chacun d'entre nous peut bénéficier de l'effort et de l'expertise de l'autre. En tout cas, nous, en République islamique de Mauritanie, nous attendons de pouvoir entrer avec nos confrères du Sénégal pour qu'ensemble, on puisse proposer à nos deux pays frères des solutions en vue d'une prise en charge agricole efficiente et correcte. Et cela dit, nous ne le répéterons jamais assez, de telles tables rondes, de telles retrouvailles, ce sont les bienvenus, en tout cas, pour ensemble mettre en synergie nos efforts et aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Ce n'est pas fortuit que le général Dia s'occupe de l'agriculture et je suis sûr que c'est une spéculation particulière que beaucoup devineront ici qui l'intéresse beaucoup plus. Je vous remercie et je donne la parole à M. Abdou Karim Diagne de Archiwork.
Excellence, Monsieur le ministre du Sénégal, Excellence, Monsieur le ministre de la Mauritanie, nous sommes honorés d'être parmi vous pour magnifier la relation cordiale et amitié entre nos pays. Nous évoluons dans le secteur du BTP et nous souhaitons des partenariats gagnants entre des entreprises de construction Sénégal et de la Mauritanie, et surtout d'avoir des possibilités de financement. Et nous souhaitons vraiment d'être imprégnés dans certains de vos projets. On est très heureux vraiment d'être parmi vous et on vous remercie. Vraiment, on est là depuis certains temps. On n'a pas eu de difficultés dans le domaine du BTP. Donc, c'était à ça. Je prends part. Et vraiment, je remercie à tout le monde. Merci. C'est Mohamed El-Ghadda, de Wafa Holding, please. Moi, je ne peux pas rappeler c'est-à-dire les choses qu'ils ont déjà dit, mais donc cette réunion-là doit être suivie par d'autres commissions techniques pour essayer d'avancer les choses. Parce que l'intérêt est très connu et tellement disponible, mais on doit l'exploiter le plus vite possible. On ne peut pas attendre une année pour faire une deuxième réunion ou 2 ans pour faire une deuxième réunion. Il faut que les choses avancent. Il y a la partie main-d'œuvre qui nécessite d'être créée et développée et normalisée pour essayer d'accompagner le développement. Parce qu'il y a toujours certains manques de ressources humaines qui peuvent toujours accompagner ce développement. Donc, je rejoins M. Dia, que le dimensionnement de l'agriculture dans ces pays-là doit être toujours discuté ensemble pour essayer d'avoir une politique commune. Parce qu'en réalité, avec l'inondation du marché, avec des riz asiatiques, on ne peut pas produire ici avec des riz asiatiques, par exemple, irrigués avec des machines. C'est-à-dire que les coûts sont tellement inférieurs par rapport au coût dans le... Il ne peut pas laisser le développement de l'agriculture avance dans nos pays. Et si on dit la Mauritanie, c'est la même chose au Sénégal, au Mali, c'est-à-dire ces pays, c'est tellement régional. Il faut que le développement soit toujours fait d'une manière régionale, pour essayer où il y a des possibilités qui peuvent toujours exister dans ce sens-là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup et surtout merci de nous donner un crédit de temps. Je donne la parole à M. Diop de Culture Mauritanie. Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, distingués participants. En tant qu'entrepreneur sénégalais établi en Mauritanie, je ressens une grande fierté de prendre la parole devant vous au nom de mes compatriotes. D'emblée, permettez-moi de vous transmettre leurs remerciements. Monsieur le Premier ministre du Sénégal, pour votre première visite en Mauritanie, vous nous aurez montré par cette rencontre l'intérêt que vous portez à la diaspora sénégalaise et la place prépondérante que vous accordiez aux acteurs économiques. La diaspora sénégalaise en Mauritanie, pour le dire clairement, joue un rôle majeur dans le tissu économique du pays des millions de poètes. Du secteur primaire au secteur tertiaire, en passant par le secteur secondaire, surtout, les Sénégalais de Mauritanie sont partout présents et participent au dynamisme de celle-ci, bien sûr grâce aux opportunités de votre hôte du jour, leur offrant en l'occurrence. Je prendrai mon propre exemple pour illustrer cela. Je vis depuis plus d'une vingtaine d'années en Mauritanie, un pays où j'ai eu la chance de m'être formé et d'y faire carrière. Mon parcours démontre donc, si besoin en était, qu'un Sénégalais peut bel et bien réussir en Mauritanie, comme un Mauritanien peut bel et bien réussir aussi au Sénégal, grâce à toute une panoplie d'opportunités. Pour autant, des obstacles subsistent pour nombre de mes compatriotes qui, au quotidien, sont pris dans le labyrinthe des difficultés, surtout administratives. Messieurs les chefs de gouvernement, il serait urgent, voire salvateur, de leur venir en aide afin qu'ils connaissent de fulgurantes réussites. À cet effet, permettez-moi de porter à votre honorable connaissance un des défis majeurs pour les entrepreneurs sénégalais en Mauritanie. Et je pense peut-être bien aussi pour les entrepreneurs
entrepreneurs mauritaniens au Sénégal. L'absence d'instances les représentant lors des rencontres économiques bilatérales. Ce qui fait que je salue vraiment cette rencontre aujourd'hui. Associer les masses laborieuses de nos deux diasporas respectives à ces rencontres permettrait de mieux connaître les contingences des uns et des autres. Les plateformes telles que la Commission mixte Sénégal-Mauritanie et autres sont vitales pour favoriser les échanges d'idées et l'élaboration de projets communs. Il est donc impératif d'y impliquer activement et la diaspora en général et les entrepreneurs en particulier pour plus d'inclusivité. En parallèle, un autre enjeu majeur concerne la formalisation des entreprises. Comme au Sénégal, une grande partie des entrepreneurs sénégalais en Mauritanie évoluent dans l'informel, ce qui les prive des avantages fiscaux et des incitations gouvernementales. Sachant que vous êtes, comme votre homologue mauritanien, des spécialistes en fiscalité, les entreprises sénégalaises établies ici, qui ont des situations fiscales modestes, souhaiteraient bénéficier de largesses pour mieux exister et participer pleinement au développement de ces pays frères. Pour conclure, alors, bien que la Mauritanie a mis en place un guichet unique permettant de créer une entreprise en 48 heures, il serait pertinent de continuer à simplifier ce processus, notamment en réduisant les formalités administratives, en particulier pour les PME. Merci. Parmi les difficultés, il y a aussi, je vais juste compléter cette partie, s'il vous plaît. Parmi les difficultés, il y a aussi la complexité des démarches administratives liées au titre de séjour. Beaucoup de Sénégalais éprouvent des difficultés à satisfaire des exigences telles que la fourniture d'un contrat de travail. De plus, pour les détenteurs d'une carte de séjour, son renouvellement oblige à recommencer l'ensemble des démarches avec la soumission de nouveaux documents est une attente parfois longue, ce qui perturbe non seulement leur activité, mais également leur accès aux services bancaires. Comme le temps, mon temps est fini, mais je voudrais juste évoquer la lenteur des traversées de part et d'autre de la frontière. Ça fait perdre beaucoup de temps, surtout aux transporteurs, et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. La parole à Mohamed Noueguet, 2 minutes. Micro. À droite. Bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République sœur du Sénégal, Ousmane Sonko, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Diaye, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents du patronat sénégalais et mauritanien, honorables invités, Mesdames et Messieurs, j'ai tellement de choses à dire, c'est la relation entre l'État sénégalais et l'État mauritanien blanc qui forment un seul peuple. Mais compte tenu du temps, je serai limité à présenter une note sur le secteur bancaire mauritanien. Je me présente, je m'appelle Mohamed Noueguet, je suis le président du groupe AON. Abdel Noueguet, c'est un groupe qui a été créé les années 50 par mon père, Abdallah Noueguet, Allah Rahmou, que Dieu son âme. Et depuis lors, effectivement, c'est un groupe qui est un groupe diversifié qui touche au commerce, l'agro-industrie, la pêche, les finances à travers la Banque nationale de Mauritanie que je dirige. Et nous avons aussi certains investissements dans la sous-région. Mali, Côte d'Ivoire, Guinée. Au Sénégal, j'ai essayé, malheureusement, je n'ai pas pu. Ceci étant, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui en ce moment empreint d'histoire et de perspectives pour nos donations. Permettez-moi d'abord de rappeler brièvement, mais avec fierté, le chemin parcouru par le secteur bancaire mauritanien, un levier important pour notre économie. En bref, rappel historique, avant 1973, le paysage bancaire mauritanien était constitué exclusivement d'institutions étrangères, principalement françaises. Avec la création de notre monnaie nationale, à savoir l'Ouguiya, la Mauritanie a pris un tournant historique en affirmant sa souveraineté économique. Cependant, le retrait des banques étrangères a laissé un vide que l'État et les capitales nationales ont entrepris de combler progressivement, établissant ainsi les assises dans le secteur financier national. En 1987,
la Banque arabo-africaine BAM a été transformée en Banque Mauritanie pour le commerce international, la BMCI. En 1989, deux banques ont fusionné, à savoir la BIMA, la Banque nationale pour la Mauritanie, qui était une filiale de la BIAO, et la SNB, la Société Mauritanienne des Banques, qui était une filiale de la Société Générale, ont fusionné en 1989 et ont donné naissance à la Banque nationale de Mauritanie qui dirige aujourd'hui. Cette transformation, portée par une vision audacieuse et un engagement sans faille des figures comme Feu Mohamed Abbas et mon dauphin père Abdallah Oudmega, a marqué un tournant décisif. Le secteur privé est devenu le moteur du développement bancaire soutenant la résilience économique nationale. Avant la privatisation, l'État injectait des fonds importants pour soutenir les banques en difficulté. Je dirais toujours, pas souvent, toujours plutôt. En revanche, depuis son désengagement du secteur financier, les banques contribuent de manière substantielle aux recettes du trésor public. Un secteur renforcé et modernisé au cours de ces 5 dernières années, des réformes profondes ont été entreprises par l'autorité de tutelle, à savoir la Banque centrale de Mauritanie, pour moderniser le secteur bancaire. 1. Renforcement de la supervision bancaire garantissant une stabilité accrue, création d'un marché d'échange interbancaire favorisant la transparence et l'efficacité, modernisation des moyens de paiement intégrant des systèmes de compensation modernes et, dernière, la promotion d'une inclusion financière permettant à davantage de citoyens mauritaniens et d'entreprises d'accéder aux services bancaires. Ainsi, à la fin de 2023, le secteur bancaire mauritanien compte 17 établissements de crédit, dont 3 à capitaux étrangers, réunis dans une association, à savoir l'Association professionnelle des banques mauritaniennes, l'APBM. C'est la période de 2020 à 2023, le secteur a bénéficié d'un environnement macroéconomique favorable, marqué par une forte progression des comptes bancaires, passé de 481 000 comptes à 1 630 000 comptes, grâce aux efforts d'inclusion financière et au développement des paiements mobiles. Les dépôts bancaires ont augmenté de 64% pour s'élever à plus de 3 milliards de dollars. Parallèlement, les crédits ont progressé de 48%, atteignant plus de 2 milliards de dollars et traduisant une injection supplémentaire de plus d'1 milliard de dollars. Ces évolutions témoignent d'une amélioration significative et de la solidité du secteur bancaire au cours de ces 5 dernières années. Cette situation a conduit à une contribution significative au financement des projets structurants pour l'économie mauritanienne, incluant à titre illustratif et non exhaustif le soutien à l'extension des infrastructures aéroportuaires. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous rappeler que l'aéroport où vous avez atterri il y a 2 jours a été financé par les banques mauritaniennes et construit par une entreprise nationale mauritanienne, l'aéroport de Nouakchott. Ainsi que des soutiens Mohamed, dans les secteurs... C'est fin, c'est Oui. juste un petit programme, monsieur, cher ami. Je vous remercie. Alors, à titre, et bien sûr, aussi des soutiens dans les secteurs halieutiques et agricoles, en avenir commun. Nos trajectoires, bien que distinctes, partagent des défis et des ambitions communes. Le secteur bancaire constitue un levier crucial pour promouvoir collaboration mutuellement bénéfique à même de soutenir le développement durable de nos nations. Nous espérons ainsi que l'achèvement des travaux du pont de Rosso et de la réalisation des projets gaziers communs ouvriront de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération multidimensionnelle entre nos 2 pays, frères, et accélérer l'intégration régionale africaine. Excellence, je suis convaincu que les efforts de nos gouvernements respectifs, guidés par une vision de progrès partagé, écriront une nouvelle page de prospérité pour le peuple. Je vous remercie. Et je tiens à vous dire que je suis sénégalais. Parce que j'ai vécu à Rosso, j'ai traversé le fleuve en nageant, comme le général Richard Fradia. Merci beaucoup, cher Mohamed. Très intéressant sur l'évolution bancaire. Nous avons encore 2 prises de parole avant que leurs excellences puissent nous donner leurs orientations sur les différents thèmes qui ont été abordés. Et je donne la parole à mon frère Tijani Ben Hussein, PDG de Star Group. Merci. Excellences, Messieurs les Premiers ministres,
Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à M. le Premier ministre Ousmane Sonko en terre africaine de Mauritanie. Votre visite nous honore tous. Les Mauritaniens ont toujours choisi d'investir en Afrique, et particulièrement dans les pays de proximité immédiate. Parce que l'Afrique est l'environnement que nous connaissons, et nous croyons en l'Afrique, et surtout aux besoins et à la nécessité de l'intégration africaine. Notre groupe Star Oil est présent aujourd'hui dans 10 pays africains, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Je dois personnellement témoigner et attester de la qualité de l'accueil qui a été réservé à nos investissements au Sénégal. Le groupe Star Oil, connu au Sénégal sous la dénomination des SOS Pétrole, a accompli les mêmes formalités que toute autre entreprise sénégalaise et a obtenu tous les agréments requis sans aucune entrave administrative ou frein à son activité. Aujourd'hui, nous sommes même fournisseurs à l'aéroport de Air Sénégal. Et nous poursuivons notre développement au Sénégal dans le respect de toutes nos obligations légales et réglementaires. De notre côté, nous développons en permanence la coopération avec de nombreuses entreprises sénégalaises auxquelles nous faisons appel pour des interventions en Mauritanie dans le secteur des équipements pétroliers, de l'informatique, des audits techniques et financiers et d'autres secteurs. Dans nos deux pays, le pétrole, le gaz et les mines prennent une importance considérable. Nous pensons tous que la bonne gouvernance en place devrait permettre d'éviter le syndrome généralement appelé le mal hollandais que vous connaissez tous, avec l'instauration du local content ou contenu local. Il ne faut pas cependant que le contenu local demeure juste un slogan. Il faut en faire une réalité profitable à nos entreprises et à nos pays. Nos entreprises de Mauritanie et celles du Sénégal feront le nécessaire pour se mettre à niveau et pourront à cette occasion constituer des joint ventures ou groupements pour partager leurs compétences et expériences et mutualiser leurs avantages. Mais l'accès de nos entreprises locales au marché découlant de ces investissements demeure encore très limité. Même quand elles sont capables de répondre aux contraignants critères des multinationales minières et pétrolières, elles sont bloquées par nos propres dispositions réglementaires. À titre d'exemple, malheureusement, je citerai surtout la Mauritanie. L'autorisation accordée en Mauritanie aux sociétés minières étrangères d'importer directement leur consommation pétrolière, c'est le seul cas en Afrique de l'Ouest, privant les entreprises, les banques, les travailleurs et même la fiscalité publique d'importants revenus. L'impossibilité pour les sociétés de distribution pétrole mauritaniennes d'assurer le bunkering ou avitaillement pétrolier des plateformes pétrolières ou des bateaux en offshore et d'autres secteurs encore. Par ailleurs, qu'avons-nous fait dans le domaine de la formation technique d'excellence pour pouvoir servir l'ensemble de ces entreprises? Qu'avons-nous fait pour l'adaptation de notre code de travail aux nouvelles exigences en matière d'emploi et de flexibilité que nécessite l'entreprise moderne et d'autres réformes encore? Il reste aussi, à mon niveau du secteur de l'énergie, qui demeure important. Il ne peut y avoir de vrai développement sans une énergie disponible à un prix convenable. Au moment où nous devenons d'importants producteurs de gaz, il sera utile de repenser la politique énergétique avec la possibilité de centrales à gaz en IPP ou en énergie renouvelable dans le cadre de PPP équilibré. Les ressources existent, les technologies sont disponibles, ainsi que l'intérêt des bailleurs de fonds. Monsieur le Premier ministre, dans tous nos pays, les demandes sont pressantes, les besoins sont d'une brûlante urgence et les chantiers sont nombreux. Mais nous avons la chance dans nos deux pays d'être en présence d'une nouvelle génération de dirigeants politiques et de dirigeants d'entreprises qui vont œuvrer pour l'intégration africaine. Nous connaissons votre engagement pour la consolidation de l'unité africaine et nous sommes convaincus que sous l'égide des dirigeants de votre qualité, nous allons ouvrir nos frontières, détruire ces murs, construire des ponts, simplifier nos procédures, favoriser la libre circulation des hommes et des biens et ériger les nouvelles passerelles que sont les nouvelles infrastructures terrestres, ferroviaires, maritimes et aériennes pour favoriser les échanges humains, universitaires et scientifiques, culturels, commerciaux, industriels, financiers et autres. Tous les deux, nous savons que vous n'êtes pas devenu Premier ministre pour ne rien faire. Bien au contraire, votre parcours, vos combats sont là pour attester de votre foi et de votre engagement pour la réalisation de vos programmes de changement majeurs pour nos pays,
car comme un grand penseur l'écrivait, les idées, une fois nées, ne s'anéantissent plus. Elles peuvent être accablées sous des chaînes, mais prisonnières immortelles, elles usent les liens de leur captivité pour s'évanouir. Vous en êtes le parfait exemple, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup, Tijani, par cette retombée poétique. Donne de l'inspiration. La parole au dernier intervenant, M. Cheikh Ben Hmeida, PDG de SEPCO. Merci, Excellence. Je voudrais me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur des deux sociétés SEPCO Industrie Mauritanie et SEPCO Industrie Sénégal, qui officie aujourd'hui, dont le nom a été mentionné tout à l'heure, et qui officie entre les deux pays exclusivement dans le secteur pétrolier. J'ai une carrière internationale dans un groupe pétrolier, où je viens de là, dont les 5 dernières années comme directeur régional dans mon pays ici, la Mauritanie. Ces 5 dernières années m'ont à l'époque fait constater niveau si dérisoire de l'impact de cette industrie. Et à l'époque, dans les années 2007-2012, ça boomait dans le pays. Il y avait un niveau extrêmement dérisoire d'impact sur les pays. Je pense en particulier sur le tissu industriel économique. Je pense en particulier à un opérateur qui avait célébré en 2012 5 millions de dépenses sur une campagne d'un an, 5 millions de dollars de dépenses dans le pays. Et figurez-vous que c'est 5 millions sur 300 millions de dollars dépensés sur cette campagne. Donc, moins de 2% de retombées sur le pays. Cela m'a fait réfléchir et donc j'ai décidé de quitter pour créer ma société, à l'époque SEPCO Industrie, SEPCO Oil and Gas, qui a évolué depuis, avec une stratégie très précise qui est de tacler les services à valeur ajoutée, avec une stratégie précise que je ne développerai pas ici, je n'ai pas le temps de le faire, mais qui consistait en 2 points. Service à valeur ajoutée et être en première ligne pour les opportunités, la commercialisation et non pas être un intermédiaire comme ce qui se faisait souvent dans les pays. Cette société a évolué en 2 sociétés aujourd'hui parfaitement bien connues, où on totalise 200 emplois permanents sur les 2 pays, avec plus de 45 millions de dollars cumulés, mentionné tout à l'heure, cumulés d'investissements dans les 2 pays, avec fonds financé par le système bancaire local, aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal, mais aussi avec le concours des 2 agences de promotion. Nous avons bénéficié du concours de la PIM, mais aussi au Sénégal sur l'unité de traitement des bouts de forage sur le MOL 1, financé avec le régime de la PIX. Ça c'est pour l'introduction. On a mentionné ici et là deux ponts essentiels qui ont déjà été réalisés entre les 2 pays. Le premier, celui que j'appelle la décision d'avoir décidé d'exploiter les ressources du GTA en commun à 50-50%. Je considère que c'est un pont fondamental sur l'exploitation de nos ressources. Et le deuxième, celui qui est en cours de réalisation. Moi, je parlerai d'un troisième qui est celui que vous êtes, Excellence, en train aujourd'hui de lancer, de réinitier, de consolider, qui est l'échange, les échanges commerciaux, la consolidation, l'optimisation des échanges commerciaux entre les 2 pays. Modestement, mon équipe et moi, à travers les 2 entités que nous avons dans les 2 pays et qui font à peu près les mêmes types de services, nous avons essayé d'expérimenter ce pont-là au jour le jour, avec des échanges quotidiens de savoir, d'équipement, de personnel, voire de transfert d'argent entre les 2 pays. Avec plus ou moins de succès, plutôt moins que plus, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans ce pont-là auxquels on doit faire face. Et je ne les développerai pas ici, mais la législation du travail ne me permet pas de faire travailler un Mauritanien légalement au Sénégal pour aider ma filiale de l'autre côté et inversement. Les TVA, je pense aux TVA pour compte, qui ne sont pas récupérables pour les entreprises d'un côté ou de l'autre. Je pense aux tracasseries douanières, je pense surtout au transport qui à un moment donné a été abandonné par le transport routier, je parle, a été abandonné par les deux pays au profit d'une troisième partie, les camionneurs marocains qui pouvaient, eux, passer tout au long de l'année. Nous, avec mon équipe, en réfléchissant, nous voudrions promouvoir, et on le fait aujourd'hui, au jour le jour, on le fait dans les forums quand on fait des présentations, promouvoir ce qu'on appelle un contenu régional, et non pas 2 contenus locaux, un contenu régional qui peut se pratiquer parfaitement dans le cas de la Mauritanie et du Sénégal, et en particulier parfaitement applicable à GTA.
Ce contenu consisterait à créer des entreprises avec des capitaux mixtes et qui vont être soutenues par une législation spécifique leur permettant de se considérer locaux aussi bien au sens du contenu local mauritanien qu'au sens du contenu local sénégalais, qui leur permettrait d'être prioritaires sur les travaux à venir et en particulier les prochaines phases de GTA, et sans pour autant être exclusive, mais qui pourrait être... et ça arrangerait certainement d'ailleurs l'opérateur puisqu'il a obligation de dépenser à 50-50. Ça leur permettrait aussi d'échanger des ressources et moyens sans avoir à importer des équipements. C'est extrêmement compliqué pour nous et ça leur permettrait de mutualiser leurs efforts. Au lieu d'avoir une entreprise sénégalaise qui investit la même chose que moi ici en Mauritanie et vice-versa. Si on se mutualisait, on pourrait échanger entre eux. Ouais, juste en conclusion, ce contenu régional permettrait de créer des entités régionales à même de mutualiser leurs efforts et de maximiser les retombées sur les pays. Mais au-delà de ça, permettrait de créer des champions locaux capables d'intervenir dans la chaîne d'exploitation. Il y a aujourd'hui des ressources dans nos pays qui sont marginales et considérées sans intérêt pour les multinationales. Nous devons nous préparer à les exploiter. Mais il arrivera aussi un moment, y compris par les GTA ou autres ressources, il arrivera un moment où les multinationales vont abandonner des réserves résiduelles que nous devons nous préparer à exploiter pour le bénéfice de nos populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, DG. Je pense qu'on peut applaudir l'ensemble des participants du secteur privé. Merci beaucoup. Il me reste, avant l'intervention de leurs excellences, messieurs les premiers ministres, à vous remercier chaleureusement pour les propositions et idées novatrices qui ont été déroulées ce matin. Je suis heureux, à la conclusion de nos échanges, de constater la convergence des opinions sur le besoin d'une intégration économique plus poussée dont les secteurs privés de part et d'autre seront les leviers. Pour cela, que nos dirigeants d'entreprise saisissent les opportunités de l'adoption de législation sur les contenus locaux, contenus régionaux, comme vous avez dit vous-même, qu'offrent les investissements massifs dans les secteurs de l'énergie, des mines et bientôt de l'hydrogène vert en ce qui concerne la Mauritanie, mais également de tirer profit de la mise en place de la ZLECAF, la zone de libre-échange, et le rôle que le Conseil d'affaires mauritano-sénégalais pourrait y jouer. Cela pour contribuer de manière plus réelle à l'élargissement et au développement de nos marchés qui restent encore étroits. Nous nous réjouissons de voir que des institutions bancaires mauritaniennes, des institutions dans le secteur de l'énergie comme STAR ou comme SEPCO, investissent déjà massivement au Sénégal et que d'autres entreprises sénégalaises investissent ici en Mauritanie, à l'instar de Damar Pêche ou de Culture Mauritanie. Je voudrais dire que nos États ont beaucoup délivré sur leurs engagements de supporter et d'aider au développement du secteur privé à travers différentes législations et offrent désormais un cadre de partenariat avec le secteur privé qu'il faut rendre opérationnel. Et je pense que ce qui a été dit ici va permettre d'être synthétisé et de proposer aux deux pays et poursuivre, comme l'a dit Rada tout à l'heure, de ne pas seulement se réunir une fois de manière épisodique, mais de faire des réunions de suivi régulières pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui sortiront de cette table ronde. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie et je crois que je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko. J'aurais pu dire d'ailleurs que j'aurais rajouté un secteur supplémentaire parce que nous sommes en train de développer un think tank à l'échelle des deux pays qui permettrait également de supporter et de renforcer la réflexion sur ces différents sujets. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, chers frères, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du patronat mauritanien,
Madame et Monsieur les coprésidents du Conseil sénégalo-mauritanien des affaires, Messieurs les directeurs généraux des agences en charge de la promotion des investissements, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, Mesdames et Messieurs, chers invités. Alors, nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui et de co-présider avec notre homologue et en même temps collègue cette table ronde qui répond bien à son nom, au propre comme vous figurez d'ailleurs, qui a planché sur les relations entre l'Italie sous l'angle des opportunités d'affaires, sur le plan économique et sous d'autres aspects qui ont été évoqués ici. Alors, je voudrais avant tout féliciter les organisateurs de cette table ronde, et particulièrement les deux agences de promotion des investissements, mais me réjouir également que le secteur privé des deux pays ait pris les devants, notamment avec le forum qui a été lancé cette année, mais également le Conseil sénégalo-mauritanien des affaires. C'est des avancées extrêmement importantes, à mon avis, qu'il faut inscrire dans la trajectoire qu'il nous faut emprunter pour faire de la relation de part et d'autre ce qu'elle doit être. Je parlerai d'abord très peu du Sénégal, avec l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et de mon gouvernement, et une option dans la présentation de ce qu'on a appelé la vision 2050, mais également dans le master plan 2034 et la déclinaison quinquennale, qui sont toutes en phase de finalisation et seront présentées. La vision a été déjà présentée, mais les deux autres documents seront vulgarisés cette semaine, en principe, la semaine à venir, Inch'Allah. Je voudrais dire que le secteur privé occupe une place centrale, pour ne pas dire primordiale, dans ce que nous envisageons de faire au Sénégal. Et on veut pour preuve que les 2/3 des investissements attendus doivent découler soit de partenariats publics-privés ou alors d'initiatives strictement privées. Si vous le comparez avec ce qui se passe avec le plan qu'on a trouvé sur place, le gap est énorme. La différence est très prononcée. Le secteur privé est attendu dans tous les segments, y compris les segments où on n'avait pas l'habitude de le voir, qu'à un certain niveau, notamment la santé, l'éducation. Il ne s'agit pas de privatiser la santé et l'éducation totalement, mais c'est de permettre aujourd'hui, avec l'intrusion du secteur privé, mais également le partenariat public-privé, de cibler des domaines particuliers qui peuvent faire l'objet de développement rapide par ce secteur privé. Et donc, tous les segments qui ont été abordés ici, on a parlé du secteur pétro-gazier, avec toutes ses implications en termes de potentialité pétrochimique. On a parlé de ce que nous partageons en commun en dehors du gaz, notamment le fleuve. On a parlé d'agriculture, d'élevage, de finances, du numérique, la formation et j'en passe. Tous les secteurs ont été passés au crible. Et le secteur qui m'intéresse le plus d'ailleurs, qui est un de nos grands défis, c'est le secteur de l'énergie. Je disais hier au Premier ministre que dans la vision 2050, en ce qui nous concerne, il est question d'atteindre une capacité de 10 000 MW à l'horizon 2050. On en produit un peu moins de 1700 aujourd'hui et vous voyez le gap qu'il faut combler. Et sans énergie, en quantité, en qualité et surtout à des coûts abordables, il est impossible d'industrialiser un pays, de réussir également la transformation agricole. D'où d'ailleurs la préoccupation sénégalaise, rejointe aujourd'hui par nos frères mauritaniens, d'avoir à tirer un peu plus de l'exploitation gazière. C'était 35 MFCF pour chacune des parties. Évidemment, ça suffit à peine à alimenter une centrale électrique de 250 MW. Nous en avons demandé
300 de plus, évidemment 150 pour chacune des parties, ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de marge. Parce que les renouvelables ne pourra pas, de toute évidence, dépasser peut-être 40% de notre mix énergétique. On peut faire beaucoup plus, mais dans le temps. Et donc, sans énergie, il est impossible de faire de l'économie aujourd'hui. Et c'est l'un des avantages comparatifs que tous les pays qui ont fait des bons significatifs ces dernières années ont pu régler et que nous ne parvenons pas à régler. Nous n'avons pas suffisamment d'énergie et nous n'avons pas d'énergie en qualité, en quantité, et le coût est excessif. Donc, sur tous les segments qui ont été évoqués ici, j'inviterai les uns et les autres, je sais que c'est déjà fait, à regarder ce qui a été dit dans la vision 2050. Et le Sénégal compte particulièrement sur le secteur privé. Quand je parle du secteur privé, vous verrez qu'on a beaucoup parlé du capital africain. Nous comptons d'abord sur le capital africain avant même d'envisager le capital qui vient d'ailleurs, et j'y reviendrai. Les investisseurs mauritaniens sont les bienvenus au Sénégal. Et ils le savent, je crois qu'il y a beaucoup d'investissements et de plus en plus importants du secteur privé mauritanien au Sénégal. Nous préférons que ce soit la Mauritanie. Plutôt, je ne citerai pas de pays que ça vienne de 6 000 km, 10 000 km de chez nous. Et nous espérons que la réciproque sera valable également au niveau de la Mauritanie. Ce qui me permet d'aborder le second point, les relations sénégalo-mauritaniennes. Je disais tantôt que les initiatives qui ont été prises récemment, et je félicite les secteurs privés, sont des initiatives salutaires, attendues et qui vont dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il faut les accélérer. J'ai tendance à dire que malheureusement en Afrique, nous faisons ce que les autres font en une semaine, nous le faisons en un an. Il faut aujourd'hui que nous nous inspirions des meilleures pratiques et que nous travaillions vite et bien, que nous prenions les décisions qu'il faut. Et avec le président Ghazouani, particulièrement, et j'insiste beaucoup, mais également avec le président Bassirou Diomaye Faye, je crois que les actes qui ont été posés, mais avant même notre avènement au pouvoir, j'ai tendance à dire que le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Faye, lors de notre première entrevue avant la passation de pouvoir, a beaucoup insisté sur les relations avec notre voisin du Nord, comme il disait, notamment la Mauritanie. Donc les choses ont été bien lancées bien avant nous, je pense. Et notre responsabilité, c'est de faire beaucoup plus. C'est de hisser ces relations à un niveau qu'elles n'ont jamais atteint dans le passé. C'est notre responsabilité. Et nous allons y travailler, puisque la volonté a été largement manifestée de part et d'autre. Mais dans la relation, comme nous disons, il faut beaucoup plus de Mauritanie au Sénégal et beaucoup plus de Sénégal en Mauritanie. Souvent on dit que c'est deux peuples, c'est un seul et même peuple, mais deux États. Nous devons le matérialiser maintenant concrètement par ce que je dis, pas seulement en termes sociaux, socio-culturels. Nous savons que, évidemment, et surtout particulièrement dans les zones frontalières, il est impossible d'imposer une barrière. La frontière n'existe pas pour ces populations. Mais il faut qu'au niveau des États, que nous puissions aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et cette matérialisation va passer par une parfaite réciprocité. Tout ce qu'un homme d'affaires mauritanien peut faire au Sénégal, un homme d'affaires sénégalais doit pouvoir le faire en Mauritanie, dans les mêmes conditions, et vice-versa. Il faut qu'on puisse atteindre ce niveau-là, et pour cela, il faut que toutes les barrières soient levées. Toutes les barrières. Des exemples existent partout dans le monde, et qui marchent très bien, et je pense qu'on a beaucoup plus d'affinité pour pouvoir atteindre ces mêmes résultats, et qu'aujourd'hui, quand on va se retrouver peut-être, Monsieur le Premier ministre, dans un an, certainement à Dakar, qu'on ne puisse plus avoir certaines remontées de blocage de part et d'autre, et qu'on ait suffisamment avancé à fluidifier les rapports et les conditions dans lesquelles les uns et les autres peuvent exercer
dans chacune des territoires. C'est extrêmement important parce que nos pays isolément ne peuvent pas constituer des marchés. Même ensemble, c'est des marchés assez faibles, mais ensemble, on est beaucoup plus fort. Et ensemble, on peut être des portes d'entrée mutuelles dans le reste de l'Afrique, du côté nord comme du côté sud ou centre. Et c'est cela qu'il est question aujourd'hui. Et nous incitons, nous encourageons tous les hommes d'affaires sénégalais et mauritaniens à aller dans ce sens. Et nous, en tant qu'autorité politique, nous ferons ce qu'il y a à faire. Depuis 2 jours que je suis ici, nous avons eu quand même de longues discussions. Beaucoup de problématiques ont été soulevées ici, des engagements ont été mutuellement pris de faire ce qu'il y a à faire, de travailler rapidement à faciliter les conditions d'exercice. Et ça me permet d'aborder le 3e et dernier point. J'ai parlé du Sénégal, j'ai parlé des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Je ne parlerai pas de la Mauritanie, monsieur le Premier ministre fera aisément à ma place. Mais quels que soient les cadres que nous allons mettre en place pour que nos secteurs économiques puissent s'épanouir dans l'espace commun que nous allons constituer et dans ce cadre bilatéral que nous voulons le plus fort possible, il faudra également que nos opérateurs économiques puissent être accompagnés et protégés. Parce qu'ils n'ont pas encore les capacités et les épaules qu'il faut pour faire face à la concurrence qui peut venir de très loin quelquefois. Et nous avons besoin de cette concurrence, nous avons besoin de ces capitaux, d'où qu'ils viennent. Nous en avons besoin parce que notre secteur privé n'a pas encore totalement les capacités, notre secteur financier également, quand il s'agit d'investissements d'un certain volume, nous avons besoin des apports venant du monde entier. Mais il faut que ça se fasse dans l'intérêt de nos pays et dans l'intérêt également de nos secteurs privés. Les lois sur les contenus locaux, sont extrêmement importantes. Je me réjouis de voir que du côté de la Mauritanie, une loi similaire a été adoptée récemment. Et je rejoins monsieur l'intervenant, en tout cas, qui a dit qu'il faut qu'on aille vers quelque chose de plus compact. Je crois que hier, un accord a été signé, d'ailleurs, entre les ministres, les 2 ministres de l'énergie du moins des 2 pays, pour aller dans ce sens-là, renforcer le cadre des contenus locaux et peut-être l'annexer un peu au traité d'inusitation dans le cadre de l'exploitation de GTA. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et je ne voudrais pas que ce qu'on est en train de faire dans le cadre de l'exploitation du gaz et dans le cadre de ce que nous partageons avec d'autres pays d'ailleurs, c'est-à-dire l'OMVS, que cela soit des exceptions. Il faut que dans tous les segments, nous puissions avoir le même type de collaboration. La pêche est un secteur, et je remercie encore une fois la Mauritanie pour son ouverture en acceptant toujours d'allouer des quotas aux pêcheurs sénégalais. Et nous en demandons beaucoup plus, monsieur le Premier ministre, mais nous comprenons les contraintes et les contingences. Et j'en profite toujours pour insister aussi au niveau des opérateurs sénégalais au respect strict de la réglementation du pays d'accueil. Ça, c'est extrêmement important. Aussi bien sur les quotas de prélèvement, les débarquements obligatoires. C'est important également pour faciliter la relation, aussi bien pour les autorités mauritaniennes vis-à-vis de leurs propres contraintes et opinions, que pour nous-mêmes, autorités sénégalaises. Mais il faut que ces modèles réussis, il faut qu'ils soient généralisés à tous les autres segments de l'économie. Et dans ce qui nous concerne au Sénégal, je pense que les opérateurs ici présents peuvent témoigner qu'il y a tout le cadre qui a été mis en place pour faciliter la présence des opérateurs mauritaniens sans contrainte et sans discrimination par rapport aux opérateurs sénégalais, je pense. Mais il faut protéger ces secteurs-là
Les lois sur le contenu local, c'est important. Au Sénégal, on est en train de réfléchir et peut-être qu'on présentera une loi sur le patriotisme économique qui aménagera des exceptions par rapport à un certain nombre de partenaires privilégiés, certainement notamment la Mauritanie, mais il faut protéger nos économies. Nous ne pouvons pas nous ouvrir de manière sauvage. Les plus grandes guerres économiques aujourd'hui entre les grandes puissances sont les plus grandes guerres entre les grandes puissances sont des guerres économiques au sein de l'OMC parce que chacun protège en réalité à sa façon. Et nous, on vient nous dire que, comme disait l'autre, les Occidentaux ont compris qu'ils n'ont plus rien à gagner dans le protectionnisme, ils l'enlèvent du vocabulaire, mais ils le font autrement. Les quotas aux États-Unis, c'est une forme de protection. Les surtaxes, c'est une forme de protection. Et nous, on nous dit d'ouvrir sauvagement. Il faut aujourd'hui réfléchir sur des mécanismes certes souples, très intelligents, puisque nous avons besoin de capter l'investissement étranger, mais tout en protégeant nos économies locales par le biais des transferts de technologies notamment, mais surtout par l'exigence de joint venture avec les opérateurs locaux. Et sur beaucoup d'autres aspects qui viendront compléter les lois sur le contenu local. C'est vous dire, messieurs, dames du secteur privé, que nous comptons beaucoup sur votre participation. Avant, on nous avait fait croire que l'État devait tout faire. Des indépendances aux années 80, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. On nous a imposé les privatisations, mais conçues, réfléchies pour le capital étranger particulièrement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus que le secteur privé doit porter le développement, mais il doit être le secteur privé d'abord national. Je disais tout le temps que je ne connais pas de pays qui se soit développé sans bourgeoisie nationale forte. Et ça, c'est nos options. Nous mettrons tous les cadres qu'il faut. Et je vois que la Mauritanie fait la même chose. Et dans le cadre de la jonction maintenant des initiatives, nous travaillerons à huiler les mécanismes pour que les secteurs privés, de part et d'autre, se sentent à l'aise et puissent contribuer à ces efforts de développement. Tout en vous félicitant une dernière fois pour cette initiative, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, on note au-delà de la réciprocité la nécessité d'accompagner et de protéger les investisseurs locaux et en mettant toujours en avant les intérêts des pays dans toute décision, y compris la décision de renforcer les partenariats publics et privés. Le temps que les micros s'installent. La parole à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Diagne. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala Nabi al-Karim. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Messieurs les ministres, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants du secteur privé mauritanien et sénégalais, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier l'APIM et l'APIX, ainsi que le Conseil d'affaires mauritano-sénégalais pour l'organisation de cette importante table ronde. Nous avons parlé hier, moi et mon collègue, Monsieur le Premier ministre Sonko, de tout ce qui est de nature à renforcer la coopération entre nos deux pays. Et naturellement, vous pouvez imaginer que les relations économiques, la coopération entre nos deux pays, le renforcement de notre secteur privé étaient au cœur de cette discussion. Nous avons arrivé à un constat et une conclusion claire et partagée qu'il est temps, qu'il est devenu urgent, qu'il est indispensable de jeter les bases, des nouvelles bases d'une coopération économique et de renforcer les bases qui existaient entre nos secteurs privés. Et heureusement, nous pensons que nos pays
dispose d'atouts importants dont je peux citer, vous l'avez tous dit, nos ressources et nos potentialités en énergie renouvelable, énergie gaz, hydraulique, le vent, le soleil, l'agriculture et l'élevage, la pêche et l'industrie, nos potentialités énormes et les opportunités pour asseoir une industrie de substitution de nos importations, une industrie compétitive et diversifiée, le commerce et l'investissement dans les zones économiques spéciales et les zones de libre-échange et les corridors commerciaux, notamment le corridor Nouadhibou, Nouakchott, Dakar. Donc les opportunités ne manquent pas. Nos gouvernements, et là aussi, Monsieur le Premier ministre et chers frères, je suis sûr que je peux parler en votre nom. Et sur la base de tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qui a été évoqué, nous nous engageons à faciliter la tâche à notre secteur privé, en l'aidant à surmonter toutes les difficultés évoquées aujourd'hui et en mettant en place toutes les conditions nécessaires à son développement et à son épanouissement, notamment l'harmonisation réglementaire, la simplification des procédures, le développement des infrastructures transfrontalières, le développement des infrastructures indispensables pour le soutien à la croissance, l'accès au financement, l'application rigoureuse des lois sur les contenus locaux, et pourquoi non, d'unifier et de convenir ensemble un cadre commun pour gérer le contenu local dans nos pays. Pour cela, nous appelons nos deux secteurs privés à travailler main dans la main, en multipliant les cadres et partenariats publics-privés, les plateformes de dialogue et d'échange d'expériences, les joint ventures ainsi que les mécanismes d'inclusion de nos jeunes et de nos femmes et de promotion des startups. Je n'ai pas besoin de dire ici que le secteur privé sénégalais sera le bienvenu. J'ai bien écouté et attendu les problèmes posés et surtout les problèmes liés aux formalités administratives. Le gouvernement mauritanien prendra dans les meilleurs délais toutes les dispositions pour enlever ces entraves. Je pense qu'ensemble, on doit faire preuve de disponibilité, de patience pour jeter, comme je viens de dire, les bases, parce que le débit est toujours difficile. Mais je pense que les perspectives sont prometteuses. Ensemble, faisons des partenariats stratégiques, Mauritanie-Sénégal, un moteur d'intégration régionale, continentale et de voie pour la prospérité accélérée de nos peuples. Merci beaucoup et félicitations pour l'organisation de cette importante, comme je viens de dire, cette importante table ronde qui aura, je pense, d'après et un après heureux pour nous tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.